Lorsqu'un père célibataire en difficulté se voit refuser un prêt à la banque, il ne s'attend pas à ce que l'élégante inconnue derrière lui rembourse sa dette, surtout lorsqu'il apprend qu'elle est une milliardaire qui cache elle aussi des secrets. Avant de nous lancer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. La lumière du matin filtrait paresseusement à travers les stores usés de la cuisine de Michael Hayes, projetant des rayons pâles sur le comptoir encombré. L'odeur du pain brûlé se mêlait à celle du café instantané, tandis que Michael retournait des œufs d'une main et nouait les lacets des baskets de sa fille de 7 ans de l'autre. Emily était assise sur un tabouret branlant, ses cheveux bouclés encore emmêlés par le sommeil, serrant son sac à dos comme s'il contenait les secrets de l'univers. « Papa, je crois que j'ai oublié de finir ma fiche de science », marmonna-t-elle, la bouche pleine de pain grillé. Michael soupira, posa la spatule et s'accroupit à sa hauteur. « Ce n'est pas grave, ma puce, on s'en occupera ce soir. Une chose à la fois. » En réalité, il faisait toujours une chose à la fois, parce que tout faire en même temps n'était plus possible. Pas depuis la mort de Sarah, pas depuis que Michael devait être à la fois papa et maman, cuisinier et femme de ménage, pom-pom girl et figure d'autorité. Sa journée commençait à l'aube et se terminait bien après qu'Emily se soit endormie, généralement avec lui évanoui sur le canapé, les ongles encore gras. Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence précipité, l'horloge faisant tic-tac comme un compte à rebours en arrière-plan. Michael vérifia son téléphone. Un appel manqué de la banque. Probablement un autre rappel poli que sa demande de prêt était toujours en cours d'examen, ce qui était juste leur façon de dire non, étalée sur quelques jours ouvrables. « Très bien, allons-y », dit-il en attrapant ses clés et en enfilant ses bottes de travail. Emily ferma sa veste et le suivit jusqu'à l'allée, où leur vieille berline était recouverte de givre après la nuit glaciale. Michael marmonna entre ses dents en tournant la clé. Le moteur toussa, s'étouffa, puis démarra à peine. Ils arrivèrent à l'école avec quelques minutes d'avance. Emily l'embrassa sur la joue avant de se précipiter vers la porte d'entrée, son sac à dos rose rebondissant derrière elle. Michael la regarda partir, le poids de tout cela pesant lourdement sur ses épaules. Les factures, le pot d'échappement cassé, le loyer en retard. Il redémarra la voiture et se dirigea vers le garage, son souffle embuant le pare-brise. Encore un lundi comme les autres. Une nouvelle bataille pour passer la journée sans que tout s'écroule. La banque sentait le nettoyant au citron et le jugement silencieux. Michael était assis, raide, sur une chaise en plastique beige qui avait connu des jours meilleurs, ses doigts tapotant légèrement le dossier posé sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient des relevés de paie soigneusement imprimés, une feuille de budget qu'il avait remplie tard la veille au soir, et une lettre de son supérieur au garage lui promettant des heures régulières si l'atelier continuait à avoir suffisamment de travail. Un petit prêt, c'était tout ce dont il avait besoin, juste assez pour réparer correctement la voiture, rattraper son retard de loyer et peut-être, juste peut-être, respirer pour la première fois depuis des semaines. De l'autre côté du bureau, un jeune homme vêtu d'un costume bleu marine impeccable tapait sur un clavier. Il n'avait pas souri lorsque Michael était entré. Il ne lui avait même pas tendu la main. Juste un rapide signe de tête et le genre de regard que Michael connaissait bien. Poli, distant et déjà à moitié refusé. « Alors, dit le banquier, toujours en tapant. « Vous demandez 5 000 ?» Michael acquiesça. « Oui, monsieur. Juste un prêt à court terme. J'ai établi un plan de remboursement et je n'ai jamais manqué un loyer. C'est juste que les choses sont devenues difficiles. » L'homme jeta un coup d'œil au papier, puis revint à son écran. Ce son insignifiant qui précédait toujours la déception. J'ai bien peur que non. Le banquier redressa sa cravate et regarda enfin Michael dans les yeux. Compte tenu de vos antécédents de crédit et de vos revenus actuels, nous ne pouvons pas approuver votre demande pour le moment. Michael déglutit péniblement. J'ai un enfant. Je travaille à plein temps et j'accepte tous les petits boulots que je peux trouver. Je ne demande pas l'aumône. Je comprends, dit l'homme avec toute l'empathie d'un répondeur téléphonique. Mais les chiffres ne correspondent pas à nos critères. Je suis désolé. Bien sûr, les chiffres. Tout était toujours une question de chiffres. Michael se leva lentement, serrant les dents pour prononcer un merci forcé. Il rassembla son dossier, dont le contenu n'était plus qu'un rappel papier de tout ce qu'il ne pouvait pas changer. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, les portes vitrées devant lui s'embuèrent un instant. Peut-être à cause de l'air froid extérieur, ou peut-être à cause de la chaleur derrière ses yeux. Il ne remarqua pas la femme qui faisait la queue derrière lui et qui avait observé toute la scène. Il ne vit pas ses sourcils se froncer légèrement. Il n'entendit pas le léger cliquetis de ses talons lorsqu'elle s'approcha du guichetier,
les yeux toujours fixés sur l'homme qui sortait avec pour seule richesse sa fierté. Elise Westbrook ajusta les poignets de son manteau en laine, la file avançant lentement, tandis que les sons étouffés de la banque portaient le cliquetis de son clavier, du bruissement occasionnel du papier et des voix trop faibles pour être clairement entendues. Elle n'était pas censée être là. Pas vraiment. Pas dans une petite succursale d'une banque de taille moyenne, avec un sol éraflé et une cafetière de café rassis qui restait intacte dans un coin. Mais ses projets de voyage avaient changé à la dernière minute. Son assistant était injoignable et elle devait autoriser un virement bancaire avant la fermeture du marché. L'homme en face d'elle semblait lui aussi déplacé, mais d'une manière différente. Il portait des bottes usées, une veste au col effiloché et ses mains étaient couvertes d'une saleté impossible à nettoyer en un seul lavage. Ses épaules étaient tendues, sa mâchoire serrée dans une détermination silencieuse, comme quelqu'un habitué à ravaler sa déception avant même qu'elle ne se manifeste pleinement. Elle le regarda glisser un dossier sur le bureau et tenter de plaider sa cause. Le banquier leva à peine les yeux. Élise n'avait pas besoin d'entendre chaque mot. Elle avait déjà vu cette scène se dérouler dans des salles de réunion et des présentations d'investissement. Des acteurs différents, mais le même scénario. L'homme demandait de l'aide, le système refusait. Lorsqu'il se leva, Élise recula instinctivement pour lui laisser de la place, sans toutefois quitter son visage des yeux. Il n'y eut ni explosion de colère, ni rage, juste un lent mouvement, presque réticent, vers la sortie. Le genre de sortie qui montrait qu'il avait déjà répété cela auparavant. Élise vit cela pour ce que c'était, une sorte de dignité tranquille, un refus de laisser le rejet le rabaisser, même si cela lui faisait mal. Alors qu'il poussait les portes vitrées et disparaissait dans la lumière hivernale, les doigts d'Élise se crispèrent sur la bandoulière de son sac à main. Quelque chose remua dans sa poitrine, faiblement, mais indéniablement. Elle s'était construit une vie dans un monde où les gens portaient des masques et avaient des motivations cachées, où chaque faveur avait un prix et chaque relation comportait une clause. Mais cet homme, il n'avait pas demandé de pitié. Il n'avait ni supplié, ni négocié. Il avait juste besoin d'un peu d'air et d'une pause qui n'était jamais venue. Le guichetier l'appela, mais Élise hésita, le regard toujours fixé sur la porte vide. « Madame !» dit l'employé. Elle s'avança, mais elle n'avait plus la tête au virement. Le froid frappa Michael comme une gifle lorsqu'il mit le pied sur le trottoir, le vent s'engouffrant dans les trous de sa veste comme s'il l'attendait. Il releva son col, glissa le dossier sous son bras et se mit à marcher dans la rue sans destination précise, juste pour bouger. C'était tout ce qu'il pouvait contrôler pour l'instant, mettre un pied devant l'autre. Ses bottes raclaient le trottoir salé et son souffle formait d'épais nuages. Le refus de la banque résonnait encore dans sa poitrine, sourd et familier. Il avait été stupide d'espérer. 5 000 €, ce n'était pas grand-chose dans le grand schéma des choses, mais pour lui, c'était tout. « Excusez-moi » La voix était calme, claire et inconnue. Michael se retourna. La femme de la banque se tenait derrière lui, son manteau sombre flottant légèrement dans le vent. De près, elle semblait tout droit sortie d'un paysage urbain. Des traits fins, une expression posée, chaque vêtement taillé sur mesure comme s'il avait une histoire personnelle. Mais ses yeux, ils avaient quelque chose de différent, quelque chose de curieux, presque de gentil. « Je suis désolée de vous déranger », dit-elle en s'approchant, « mais j'ai entendu ce qui s'est passé à l'intérieur. » Michael se redressa légèrement, se mettant instinctivement sur ses gardes. « Oui, eh bien, c'est la vie. » Elle sourit faiblement, sans que cela n'atteigne ses yeux. « Je ne veux pas m'immiscer, mais si la banque ne peut pas vous aider, moi je le peux. » Il la regarda fixement, sûr d'avoir mal entendu. « Quoi ? Je peux couvrir le prêt, dit-elle. La totalité, sans condition, sans paperasse. Considérez que c'est fait. » Michael cligna des yeux, s'attendant presque à voir une équipe de tournage surgir de derrière une voiture garée. « Vous êtes sérieuse ? » ?»« Tout à fait, monsieur. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je n'accepte pas les aumônes. »« Ce n'est pas une aumône, dit-elle doucement. C'est un moment. Une personne qui en aide une autre, c'est tout. » Michael secoua lentement la tête, essayant toujours de trouver le piège. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Son regard resta fixe et sincère. « Parce que je le peux, dit-elle, et parce que vous ne me l'avez pas demandé. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Seul le vent, le bourdonnement sourd de la circulation et deux inconnus pris dans quelque chose qui ne semblait pas être le fruit du hasard. Michael recula lentement d'un pas, ses bottes crissant sur une plaque de neige fondue. Il serra les mâchoires, les muscles tendus, partagés entre l'incrédulité et le malaise. La femme, Élise, bien qu'il ne connaisse pas encore son nom, restait là, calme et sereine,
comme si offrir 5 000 € à quelqu'un était aussi naturel que lui tenir la porte. « Non », dit-il finalement. Le mot était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Elle haussa légèrement les sourcils, non pas par surprise, mais par reconnaissance silencieuse, comme si elle s'était attendue à une résistance. « Vous ne me connaissez même pas », ajouta Michael à voix basse. « Vous avez écouté 5 minutes une réunion à la banque et vous avez décidé d'intervenir. » Elle ne broncha pas. « Je n'ai pas besoin de connaître votre histoire pour savoir que vous aviez besoin d'aide et que vous ne méritiez pas la façon dont ils vous ont traité. » Michael détourna le regard, fixant la longueur de la Grand-Rue, où le feu clignotait en rouge contre le ciel pâle. Sa poitrine brûlait, non pas à cause du froid, mais à cause de la honte qui lui nouait les tripes. Il avait travaillé trop dur pendant trop longtemps pour laisser la pitié d'une inconnue le maintenir à flot. « Je ne suis pas un cas social, dit-il, et je ne suis pas quelqu'un à qui vous pouvez simplement donner de l'argent pour vous sentir bien dans votre peau. » Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux vacilla. « Ce n'est pas ça. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, les mots sortant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Parce que les gens ne se contentent pas d'arriver, de jeter de l'argent et de repartir, à moins qu'ils n'essaient d'acheter quelque chose. Élise prit une petite inspiration, puis répondit d'une voix calme. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit. Je crois simplement que parfois, la bonne chose à faire est celle à laquelle personne ne s'attend. » Michael secoua à nouveau la tête, plus lentement cette fois. Sa fierté résistait, mais sous-jacente, il ressentait une confusion qu'il ne pouvait dissiper. Elle ne semblait pas hypocrite. Elle ne semblait rien vouloir, ce qui aggravait les choses, car il ne pouvait pas la classer dans la catégorie facile des personnes qui profitent des autres ou attendent des faveurs en retour. « J'apprécie votre offre, » dit-il doucement, les yeux fixés sur le trottoir. « Mais non, je dois trouver une solution par moi-même. » Puis il se retourna et s'éloigna, n'osant pas se retourner. La maison était calme, à l'exception du léger bourdonnement du radiateur électrique qui tournait à plein régime dans un coin. Émilie était couchée depuis des heures, recroquevillée sous une pile de couvertures dépareillées, son lapin en peluche préféré serré sous le bras. Michael était assis à la table de la cuisine, le même dossier usé de plus tôt dans la journée, toujours fermé, posé à côté de son ordinateur portable. Il ne l'avait pas touché depuis son retour à la maison, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La femme de la banque, celle au manteau parfaitement repassé et au regard calme qui avait vu clair en lui, celle qui avait proposé sans hésiter de résoudre un problème qui pesait sur lui comme un bloc de béton depuis des semaines et qui n'avait rien demandé en échange. Pas un non, pas un merci, juste parce qu'elle le pouvait. Michael se pencha en avant, les doigts hésitants au-dessus du clavier. Il ne savait même pas ce qu'il cherchait. Élégante inconnue, ange de la banque, semblait ridicule, mais elle devait bien être quelqu'un. Sa façon de se tenir, la légère inflexion dans la voix du guichetier lorsqu'elle s'était avancée. Ce n'était pas seulement de la confiance, c'était une présence. Puis il se souvint du nom qu'elle avait utilisé pour confirmer son identité auprès du caissier. Elle l'avait prononcé calmement, presque comme une réflexion après coup. Élise et un nom de famille. West quelque chose. Il tapa « Élise Westbrook ». Les résultats de la recherche s'affichèrent instantanément. Michael cligna des yeux, puis fixa l'écran. Les titres défilèrent en cascade. Élise Westbrook, la milliardaire qui a disparu de la Silicon Valley. La fondatrice de Westbrook Technologies démissionne au milieu de rumeurs d'épuisement professionnel. La magnate de la technologie, recluse, avec une fortune à dépenser et personne à qui la donner. Il y avait des photos, certaines datant d'il y a plusieurs années, prises lors de galas en tenue de soirée, d'autres prises par des paparazzis granuleuses où on la voyait monter dans des voitures privées. Et elle était là, indéniablement la même femme que celle qu'il avait vue plus tôt dans la journée, mais désormais entourée de gros titres et d'estimation de sa fortune avec plus de zéros qu'il ne pouvait en compter. Michael se cala dans son fauteuil et expira lentement. Il avait refusé une milliardaire. Non, il avait fait la leçon à une milliardaire. Il passa une main sur son visage, un rire amer lui échappant avant qu'il ne puisse le retenir. Évidemment. Mais sous la surprise, sous l'embarras, il y avait autre chose. Un sentiment de malaise, peut-être même d'émerveillement, car les gens comme elle ne croisaient pas les gens comme lui. Et pourtant, elle l'avait fait. La neige tombait rapidement, en flocons épais et lourds, qui brouillaient les rues et recouvraient le ciel d'un manteau gris. En fin d'après-midi, la plupart des magasins de la Grand-Rue avaient fermé tôt, leurs vitrines plongées dans l'obscurité et des pancartes manuscrites collées sur les vitres. Fermées pour cause d'intempéries. Restez en sécurité. Michael essuya la sueur de son front malgré le froid qui envahissait le garage. Le radiateur dans le coin faisait de son mieux, mais il ne pouvait pas lutter contre les courants d'air qui s'infiltraient par toutes les fissures des vieux murs de briques.
Il s'accroupit sous le châssis d'une camionnette rouillée, une clé à molette à la main, essayant de terminer une dernière tâche avant de rentrer chez lui. La tempête n'avait pas seulement apporté de la neige, elle avait apporté le silence, celui qui vous enveloppe comme un manteau épais. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir au début. Ce n'est que lorsque le doux tintement de la clochette au-dessus de l'entrée du garage rompit le silence qu'il leva les yeux et faillit laisser tomber la clé. Elle était là, Elise Westbrook, couverte de neige, les joues roses à cause du froid, et enveloppée dans un manteau élégant qui, d'une certaine manière, rendait l'atelier encore plus délabré qu'il ne l'était déjà. Ses bottes étaient pratiques mais coûteuses, et son expression, bien que calme, trahissait une certaine frustration. Michael se tenait debout, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Encore vous, je pourrais en dire autant », répondit Elise d'une voix sèche mais pas méchante. « Tu as un moment ?» Il cligna des yeux, n'arrivant toujours pas à croire qu'il ne s'agissait pas d'une sorte de farce cosmique. « Ta voiture va bien ? Ce n'est pas la voiture, dit-elle en époussetant la neige de son manteau. C'est la ville. Je devais déjà être reparti, mais toutes les routes sont enneigées ou fermées. Mon hôtel a coupé l'électricité et mon assistant ne répond pas. Et alors ? Vous êtes coincé. Elle esquissa un demi-sourire. On dirait bien. Michael hésita, regardant autour de lui. Il n'y avait pas grand-chose ici. Une cafetière cassée, 2 chaises pliantes et un canapé dans le coin qui lui servait de lieu de sieste pendant ses pauses déjeuner. Mais il faisait chaud. C'était déjà ça. Bon, dit-il finalement en jetant le chiffon sur l'établi. Vous pouvez attendre ici. Ce n'est pas luxueux, mais nous avons du chauffage la plupart du temps. Elle regarda autour d'elle, puis le regarda à nouveau. Honnêtement, ça me semble parfait. Et juste comme ça, la tempête dehors n'était plus la seule qu'il devait affronter. La neige n'avait pas cessé de tomber jusqu'au matin, et le monde à l'extérieur du garage était réduit à un calme flou et blanc. À l'intérieur, il faisait un peu plus chaud maintenant, grâce au radiateur portable qu'Elise avait réussi à faire fonctionner mieux que jamais sous les mains de Michael. Elle était restée recroquevillée sur le canapé délabré de l'atelier presque toute la nuit, utilisant son manteau comme couverture, son téléphone finalement déchargé et abandonné sur l'établi à côté d'une tasse de café à moitié vide. Michael avait proposé de la conduire au motel, une fois les routes dégagées. Mais pour l'instant, ils attendaient. La clochette au-dessus de la porte tinta en milieu de matinée, et une silhouette vêtue d'un manteau d'hiver rose et bouffant fit son apparition. Émilie, les joues rougies par le froid, son sac à dos d'écolière rebondissant sur ses épaules. « Papa » appela-t-elle, en retirant son bonnet en tricot et en secouant la neige de ses boucles. Puis, elle s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut Elise assise dans un coin. Michael se leva de sous le capot d'une berline. « Émilie, voici mademoiselle Elise. Elle a été surprise par la tempête et avait besoin d'un endroit où passer la nuit. » Elise se leva, lissa son pull et offrit un doux sourire. « Bonjour, Émilie, enchantée. » Émilie l'observa pendant une seconde, penchant la tête. « Tu es vraiment jolie. » Michael eut un petit rire et murmura « Émilie » entre ses dents, mais Élise sourit en s'agenouillant. « Merci, c'est très gentil de ta part. »« Sis, dis, tu n'as pas l'air d'être à ta place ici, » dit Émilie, avec le naturel propre aux enfants de 7 ans. Michael grimaça. « Émilie » Élise rit. « Ce n'est pas grave, elle n'a pas tort. » Émilie s'approcha, désormais curieuse. « Tu aimes la neige ?»« Aujourd'hui, oui, » répondit Élise doucement. « C'est elle qui m'a amené ici. » Cela sembla satisfaire Émilie, qui s'assit en tailleur à côté d'elle. « Tu veux voir mon dessin ? C'est un vaisseau spatial, mais avec des cupcakes comme moteur. » Élise se pencha, sincèrement intriguée. Ça a l'air génial. Alors qu'elles se blottissaient l'une contre l'autre pour regarder le chef-d'œuvre dessiné au crayon, Michael resta en retrait et les observa, quelque chose bougeant dans sa poitrine. Élise ne faisait pas semblant. Il pouvait le voir à la façon dont sa posture s'était adoucie, à la façon dont ses yeux s'illuminaient à chacune des explications débordantes d'imagination d'Émilie. Elle ne voyait pas seulement une enfant, elle voyait Émilie. Et pour la première fois depuis que la neige avait commencé à tomber, Michael n'était plus si sûr qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. En début d'après-midi, les nuages commencèrent à se dissiper, laissant un soleil pâle percer à travers la neige qui s'éclaircissait. Les routes étaient encore glissantes, mais suffisamment praticables pour que les livraisons reprennent. Et le téléphone de Michael se mit enfin à vibrer avec un appel d'un fournisseur de pièces détaché de la ville voisine. Il raccrocha et se tourna vers Élise, qui était perchée sur le vieux tabouret du garage, sirotant son café dans une tasse dépareillée qu'Émilie avait décorée avec de la colle pailletée et des étoiles. « C'était pour ta voiture, dit-il. La pièce sera là dans environ 1 heure.
Une fois qu'elle sera installée, je pourrai te remettre sur la route. Élise le regarda par-dessus le bord de sa tasse. De retour à la vraie vie, hein? Michael haussa les épaules. Ou du moins, là où tu vas ensuite. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle posa doucement la tasse et le suivit vers le garage ouvert, où sa voiture noire et élégante trônait comme un vaisseau extraterrestre dans une mer de pick-up poussiéreux et de berlines cabossées. La dépanneuse l'avait amené plus tôt dans la matinée. L'essieu arrière faisait des siennes, un capteur était grillé et un pneu était presque lisse. Une technologie haut de gamme capricieuse. Michael ouvrit le capot et lui fit signe de s'approcher. « Tu as déjà regardé sous le capot ?» Élise sourit. « Non, sauf si quelqu'un le faisait pour moi. »« Eh bien, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Bienvenue dans l'autre moitié du monde. » Elle s'approcha de lui et le regarda lui montrer le connecteur endommagé et la courroie serpentine usée. « Tu es doué pour ça, » dit-elle doucement. Il haussa les épaules. « Je suis sous le capot depuis l'âge de 15 ans. On apprend à écouter avant d'essayer de réparer quelque chose. » Élise pencha la tête. « C'est une philosophie. »« Peut-être, » dit-il, « mais ça marche. Les machines parlent si on sait les écouter. » Il y eut un moment de silence avant qu'elle ne reprenne la parole. « Et les gens ?» Michael croisa son regard. « Les mêmes règles s'appliquent. » Elle sourit, lentement et sincèrement, et pendant un instant, l'air entre eux sembla plus chaud que le chauffage ne pouvait le rendre. Ils restèrent ainsi un moment, côte à côte sous le capot ouvert, attendant une pièce dont aucun des deux n'avait vraiment besoin. Au moment où le soleil commença à disparaître derrière les toits, projetant de longues ombres sur Belleville, la voiture d'Élise était enfin remise en état. Michael avait terminé les réparations juste au moment où le camion de livraison démarrait dans un grondement, et le moteur ronronnait désormais comme un chat satisfait, souple et fluide, sans aucune trace du problème précédent. Élise se tenait à côté des portes ouvertes du garage, les bras croisés sur la poitrine, regardant Michael ranger ses outils. Émilie était occupée à dessiner des fleurs à la craie sur le béton juste à l'extérieur, ses rires s'intensifiant chaque fois que le vent menaçait d'emporter son écharpe. « Je te dois un dîner », dit soudain Élise. Michael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu ne me dois rien. »« Allez », dit-elle en s'avançant. « Laisse-moi au moins te nourrir. Tu as réparé ma voiture, tu m'as réchauffé et tu as écouté les histoires d'Émilie sur les vaisseaux spatiaux en cupcakes. C'est le moins que je puisse faire. » Il rit en s'essuyant les mains avec une serviette. Elle ne raconte ça qu'aux gens qu'elle aime. C'est un privilège. Je me sens honoré. Ils se mirent d'accord sur le restaurant Marcis, un endroit sans prétention au coin de la rue avec des banquettes en vinyle rouge, des menus plastifiés collants et les meilleures tartes de la ville. Michael y avait emmené Émilie plusieurs fois quand il en avait les moyens. Ce n'était pas un endroit chic, mais Élise ne semblait pas s'en soucier. Au contraire, elle semblait plus à l'aise là-bas qu'à la banque ou au volant de sa voiture à 6 chiffres. Émilie bavardait sans arrêt, racontant à Élise son projet scientifique et la fois où leur grille-pain avait pris feu. Élise l'écoutait avec un intérêt sincère, riant au bon moment et posant des questions qu'aucun adulte ne se serait donné la peine de poser. Michael l'observait tandis qu'elle se penchait par-dessus la table pour aider Émilie à choisir un parfum de milkshake. Il y avait quelque chose de naturel chez elle à ce moment-là. Pas de photos de presse, pas d'interviews soignées, pas de mots mesurés. Juste une femme partageant une table avec un père et sa fille, souriant comme si elle avait été invitée à participer à quelque chose de réel. Après qu'Émilie se soit excusée pour aller aux toilettes, Élise jeta un coup d'œil à Michael. « Vous avez fait du bon travail avec elle. » Il baissa les yeux, un peu troublé. « J'essaie. »« Non, » dit-elle doucement. « Vous faites du bon travail. » Leurs regards se croisèrent une seconde de trop. Rien ne fut dit, rien ne le fallait. Mais l'étincelle était là, silencieuse, prudente et indéniablement réelle. Le lendemain matin, la neige avait cessé de tomber, laissant Belleville recouverte d'un manteau blanc sous un ciel bleu clair. La ville avait repris son rythme lent. Les chasse-neige raclaient les routes étroites, les commerçants déblayaient les trottoirs, les enfants traînaient leurs luges derrière eux comme des trophées. Élise était assise seule à une petite table de café juste en bas de la rue du garage de Michael, sirotant une tasse de café tiède et faisant semblant de lire le journal local. Elle ne devait partir que le lendemain. Et même si les routes étaient dégagées, quelque chose en elle n'était pas prête à partir. Pas encore. Son téléphone vibra à nouveau, l'écran s'illuminant avec des messages de son assistante. Le conseil d'administration veut des nouvelles. La presse attend une déclaration. Dois-je reporter Tokyo ou annuler? Elle retourna son téléphone, appuyant son pouce contre la tasse en céramique pour se recentrer. Personne ici ne savait qui elle était vraiment. Ni Michael, ni Émilie, ni la serveuse qui lui avait souri comme si elle n'était qu'une passante parmi d'autres ayant besoin de caféine. Et Élise aimait cela,
car chez elle, ou du moins là où elle se sentait chez elle, lorsqu'elle ne vivait pas dans des penthouses ou des suites d'hôtels, elle était quelqu'un d'autre. Elise Westbrook, fondatrice, visionnaire, PDG de Westbrook Technologies, une femme constamment jugée par les gros titres, les exigences des actionnaires et les attentes de milliards de dollars. Cela faisait 3 ans que son nom n'avait pas fait la couverture de Forbes. 2 ans qu'elle s'était éloignée des opérations quotidiennes de son entreprise sous prétexte de bien-être personnel. Mais la vérité était plus compliquée. Elle n'était pas épuisée. Elle avait simplement cessé de s'en soucier. Malgré tout son pouvoir et tout son succès, elle rentrait chaque soir dans le silence. Personne ne lui demandait comment elle allait vraiment. Personne ne remarquait son absence, sauf la presse, qui présentait cela comme mystérieux, voire admirable. Une femme qui prenait du recul pour trouver l'équilibre. Mais ce n'était pas pour trouver l'équilibre qu'elle était à Belleville. Elle était là parce qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être utile, fatiguée d'être manipulée, fatiguée d'être vue, mais jamais vraiment connue. Et d'une manière ou d'une autre, dans le sol en linoléum craquelé d'un petit restaurant de ville, et dans le sourire en coin d'un père célibataire avec de la graisse sous les ongles, elle avait ressenti quelque chose de rare, quelque chose d'honnête, quelque chose qui lui avait fait se demander si elle pouvait rester perdue encore un peu plus longtemps. Le garage était calme, le genre de calme qui rendait chaque son plus net, le faible ronronnement du chauffage, le léger bruissement du crayon d'Emily griffonnant sur le papier dans le coin, et le cliquetis rythmique de Michael triant ses outils sur son établi. La tempête était passée, mais le froid persistait. Michael était de bonne humeur ce matin-là. Élise était passée tôt avec 2 tasses de café, une noire et une avec exactement 2 sucres, et s'était assise avec lui un moment avant de partir faire des courses. Emily lui avait fait un gros câlin en partant, et Michael avait souri sans trop y penser, mais le courrier était arrivé. Il avait failli jeter l'enveloppe de la compagnie d'électricité, pensant qu'il s'agissait d'un autre avis de retard de paiement. Au lieu de cela, lorsqu'il l'avait ouverte, il avait trouvé une lettre confirmant le paiement. Le solde était entièrement couvert. Le compte était désormais en règle. Michael fixait le papier, la mâchoire serrée. Une seule personne pouvait avoir fait cela. Il était sorti en trombe du garage 15 minutes plus tard, le manteau ouvert et le souffle fumant dans l'air hivernal. Il ne lui fallut pas longtemps pour la trouver. Élise sortait du café, un café à la main, son écharpe soigneusement enfoncée sous son col. Élise. Elle se retourna, surprise par le ton sec de sa voix. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as payé ma facture d'électricité, » dit-il en brandissant la lettre comme la preuve d'un crime. « Pourquoi ?» Son visage s'adoucit. « Tu as dit qu'ils allaient te couper l'électricité. J'ai juste pensé... Tu as pensé que tu allais intervenir et régler les choses que je ne t'avais pas demandé de régler ?» Sa voix se fit plus forte, empreinte d'une colère plus profonde, d'une douleur. « Je n'essayais pas de t'offenser, » dit-elle calmement. « Je voulais juste t'aider. Je n'ai pas demandé d'aide. »« Non, en effet, » répondit-elle, d'une voix ferme mais calme. « C'est pourquoi je n'ai pas mis mon nom dessus. » Michael passa une main dans ses cheveux et expira bruyamment. « Vous ne comprenez pas. J'ai passé des années à maintenir tout cela à flot à coups de rubans adhésifs et de prières. Si je commence à laisser les gens réparer les dégâts à ma place, que restera-t-il de moi ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait dans les yeux, sans pitié, sans excuse. Elle le voyait simplement. « Je vois un homme qui fait de son mieux, dit-elle. Et parfois, même les personnes les plus fortes ont besoin d'une pause. » Michael détourna le regard, la lettre froissée dans son poing. Le silence entre eux s'étira, lourd, tacite, irrésolu. Puis, sans un mot, il se retourna et retourna vers le garage, laissant Élise seule sur le trottoir enneigé. Le lendemain était plus froid, mais plus clair. Une fine couche de glace scintillait sur les trottoirs, et le ciel s'étendait pâle et sans nuages au-dessus de la ville. Michael était de retour au garage tôt, ses mains bougeant en pilote automatique alors qu'il tournait les pneus et remplaçait les plaquettes de frein, mais son esprit était ailleurs. Il n'avait pas parlé à Élise depuis leur dispute de la veille. Elle n'était pas venue, n'avait pas envoyé de SMS, et son absence semblait plus pesante qu'elle n'aurait dû l'être. Émilie l'avait remarqué aussi. Son dessin d'après l'école, celui qu'elle avait fait pour Élise, un vaisseau spatial avec elle assise à côté d'Émilie et de son père, était resté plié dans son sac à dos. Lorsque la cloche au-dessus de la porte du garage sonna enfin en milieu d'après-midi, Michael n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. « Élise, » dit-il en s'essuyant les mains, « je ne m'attendais pas à te revoir. J'ai failli ne pas venir, » répondit-elle d'un ton prudent mais direct. « Mais nous avons laissé les choses dans une situation qui me met mal à l'aise. » Michael acquiesça, les yeux fixés sur un alternateur à moitié démonté. « Oui, à propos de ça, je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. » Elle s'approcha,
les bras croisés. Tu étais en colère. Tu avais tout à fait le droit de l'être. Ce n'est pas à propos de la facture, dit-il. D'accord, c'est à cause de ça, mais c'est plus que ça. Il leva les yeux, la mâchoire serrée. Tu vois un type qui travaille dur, qui essaye de faire ce qu'il faut pour son enfant, et tu penses qu'il mérite un peu de répit. Mais quand tu paies pour quelque chose comme ça sans demander, j'ai l'impression de ne pas arriver à m'en sortir. Je n'essayais pas de te prendre quoi que ce soit, dit-elle doucement. Je sais, dit-il à voix basse. Mais tu dois comprendre que pour moi, chaque centimètre que j'ai gagné, je l'ai arraché. Les gens voient un père célibataire et pensent que je m'en sors à peine. Je dois être à la hauteur chaque jour pour Émilie. Je ne peux pas me permettre de ne pas l'être. Il y eut un silence. Puis Élise prit la parole, d'une voix plus calme. Je comprends. Peut-être plus que tu ne le penses. Michael lui lança un regard sceptique. J'ai bâti un empire, dit-elle. J'ai gagné plus d'argent que je n'en aurais jamais besoin. Mais quand j'entre dans une pièce remplie de monde, personne ne me voit. Pas vraiment. Ils voient ce que je possède, ce que j'ai accompli, et aucun d'entre eux ne pense à me demander si je vais bien. Ces mots se posèrent entre eux comme de la neige fraîche, doux mais impossibles à ignorer. Je n'essayais pas de te réparer, ajouta-t-elle. Je voulais juste te faciliter un peu la route pendant un moment. Michael expira lentement, quelque chose dans sa poitrine se détendant. La prochaine fois, dit-il en esquissant un petit sourire. Demande d'abord. Élise lui rendit son sourire. D'accord. Le garage était fermé. Les lumières étaient tamisées, à l'exception de la douce lueur qui se déversait du bureau où Michael versait 2 tasses de café. Dehors, la neige avait gelé, transformant les rues en rivières de verre. Émilie était allée se coucher depuis des heures à l'étage, dans le petit appartement au-dessus du magasin, recroquevillé sous une couette confectionnée par la défunte mère de Michael. Élise était assise en face de lui, à la petite table cabossée, les mains enroulées autour de sa tasse. Personne n'avait beaucoup parlé depuis le dîner, mais cela ne créait pas de malaise. C'était le genre de silence qui invitait à l'honnêteté, celui qui vous mettait suffisamment en confiance pour parler sans trop surveiller vos mots. C'est elle qui maintenait tout ensemble, dit soudain Michael, en fixant la vapeur qui s'élevait de sa tasse. Sarah, ma femme, était plus forte que moi à tous les égards. Elle faisait des listes, planifiait les repas, équilibrait le budget au centime près et trouvait encore le temps de faire des biscuits avec Émilie tous les samedis. Élise ne l'interrompit pas. Elle est tombée malade très vite, continua-t-il. Les médecins disaient qu'on avait du temps. Ils avaient tort. C'était comme si quelqu'un avait éteint la lumière et que tout ce que je connaissais s'était soudainement assombri. Il cligna des yeux, le regard vitreux, mais il ne laissa pas les larmes couler. Il l'avait déjà fait, seul derrière le garage, au milieu de la nuit. Elle m'a fait promettre de continuer pour Émilie. Il esquissa un sourire crispé. La plupart du temps, je pense avoir tenu cette promesse. Certains jours, je n'en suis pas si sûr. Élise but une gorgée de café, puis posa doucement sa tasse. Ma mère est décédée il y a 5 ans, d'un cancer. Nous savions que cela allait arriver, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Michael la regarda, surpris. Elle était tout ce que je ne suis pas, dit Élise en laissant échapper un petit rire. Chaleureuse, artistique, totalement indifférente au monde de la technologie. Elle m'écrivait des lettres, même quand je vivais à 20 minutes de chez elle. Elle disait que taper des emails lui donnait l'impression de parler à un robot. Ils sourirent tous les deux. J'ai bâti un empire après son décès. Élise ajouta, j'ai gagné des milliards. Mais ce que je voulais le plus, c'était l'entendre me dire qu'elle était fière de moi. Et cette porte était déjà fermée. Michael acquiesça lentement. Le silence entre eux était désormais plus profond, mais rempli d'un poids partagé. « Avez-vous déjà eu l'impression de porter le monde entier d'une seule main ?» demanda-t-il. « Tout le temps, répondit Élise. Et à ce moment-là, avec pour seule compagnie un café tiède et des voix étouffées dans un garage sombre, il n'était plus un milliardaire et un mécanicien. Il n'était plus que 2 personnes en deuil, survivants, toujours debout. Le soleil matinal filtrait faiblement à travers les fenêtres du garage, transformant le givre sur les vitres en minuscules rivières de lumière. Michael était sous une voiture, marmonnant doucement tout en luttant avec un boulon récalcitrant. Émilie était assise en tailleur sur le sol près de la réception, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle comme des pétales, la langue légèrement tirée en signe de concentration. Élise se tenait à proximité, sirotant une tasse de café frais que Michael lui avait tendue un peu plus tôt. Elle observait Émilie travailler, silencieuse, concentrée, complètement perdue dans son petit monde. Malgré toutes ces réunions, acquisitions et entretiens, Élise ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était simplement tenue immobile pour regarder quelqu'un être lui-même.
Quelques minutes plus tard, Émilie se leva d'un bond et s'approcha, ses bottes raclant le béton. Elle tenait une feuille de papier imprimante sur laquelle figurait un dessin audacieux et coloré, aux lignes inégales mais plein d'intention. « J'ai fait quelque chose pour toi », dit-elle en la tendant à Élise avec un sourire fier. Élise le prit délicatement, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Ce qu'elle vit faillit lui arrêter le cœur. Le dessin représentait 3 bonhommes allumettes debout devant le garage. L'un était intitulé « Papa », un autre « Moi » et le troisième « Mademoiselle L ». Tous 3 souriaient. Émilie avait même ajouté des étoiles autour d'eux et ce qui ressemblait à un vaisseau spatial géant planant au-dessus de leur tête, avec des cupcakes à la place des propulseurs. Élise fixa le papier, sentant une boule épaisse et inconnue se former dans sa gorge. « C'est magnifique, Émilie. Tu l'aimes ?» demanda la petite fille en sautillant légèrement sur la pointe des pieds. « Je l'adore », répondit Élise d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Mickaël leva les yeux de sous la voiture et s'essuya les mains sur un chiffon en s'approchant. Lorsqu'il vit le dessin, il eut un petit rire. « On dirait que tu fais officiellement partie de l'équipage du vaisseau spatial. » Élise essaya de sourire, mais l'émotion la prit au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne s'attendait pas à se sentir vue d'une manière qui ne s'accompagnait ni d'attente ni d'étiquette de prix. Une enfant l'avait placée dans sa vision du monde, et pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être à sa place. « Merci, Émilie », dit-elle en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Et c'est ça va ce qui est haut. Émilie la serra dans ses bras sans prévenir, ses petits bras s'enroulant étroitement autour du cou d'Élise. Et Élise, qui avait autrefois fait la couverture de magazines technologiques et s'était adressée à des salles remplies d'investisseurs, se retrouva à retenir ses larmes devant un dessin au crayon dans un garage graisseux. Tout avait commencé avec le journal. Pas la grande presse urbaine qu'Élise avait l'habitude d'esquiver, mais la Belleville Gazette, un hebdomadaire à l'encre délavée, avec un lectorat fidèle de retraités, et une généralement réservée aux ventes de gâteaux de l'église ou aux victoires de l'équipe de football du lycée. Mais ce matin-là, elle était là, son visage au centre du titre. La milliardaire de la technologie Élise Westbrook aperçut à Belleville, quelle est la véritable raison de sa présence ici? Michael se tenait derrière le comptoir du petit bureau du garage, tenant le journal à 2 mains, comme s'il risquait de le brûler. La photo était floue, clairement prise avec un téléphone depuis l'autre côté de la rue, mais indubitable. Élise, en train de rire, marchant à côté d'Émilie devant le restaurant Marcis. Il lut l'article 2 fois. Il s'agissait principalement de spéculations, rassemblées à partir de biographies en ligne, de profils professionnels et de citations tirées d'anciennes interviews. Mais c'était là, noir sur blanc. La fondatrice de Westbrook Technologies, dont la fortune se chiffrait en milliards. Autrefois surnommée la reine du code, une recluse qui avait disparu de la scène publique il y a 2 ans. Et maintenant, elle était là. Michael sentit le papier trembler légèrement dans ses mains. Elle lui avait si peu parlé. Elle lui avait laissé croire qu'elle n'était que de passage. Quelqu'un d'épuisé, certes, mais pas quelqu'un de célèbre. Pas quelqu'un qui avait bâti un empire, ni quelqu'un qui aurait pu tout changer pour lui d'un simple coup de fil, mais qui ne l'avait pas fait. Quand Élise franchit la porte plus tard dans la matinée, son manteau couvert de neige et un sourire plein d'espoir sur le visage, elle sut que quelque chose n'allait pas dès qu'elle le vit. Il était raide. La chaleur dans ses yeux avait disparu. « Tu ne pensais pas que je le découvrirais ?» demanda Mickaël doucement, en brandissant le journal. Son sourire vacilla. Elle s'approcha, mais ne dit rien. « C'est toi, dit-il, celle qui a une entreprise, des jets privés, des magazines. Tu es dans cette ville depuis des jours, et tu n'as pas dit un mot. »« Je ne me cachais pas, » répondit Élise d'une voix calme, mais teintée de culpabilité. « Je voulais juste être quelqu'un d'autre pendant un moment. Quelqu'un de vrai. » Mickaël serra les mâchoires. « Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas que cette partie de moi change ton regard sur tout ça. » Il détourna le regard, les mâchoires serrées. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et sur ces mots, la sécurité tranquille qu'ils avaient construite autour d'un café, de dessins au crayon et de longues conversations vola en éclats, laissant Élise seule dans cet endroit qui avait enfin commencé à lui sembler comme un foyer. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une tension lente et silencieuse. Élise ne vint pas au garage, pas une seule fois. Plus de tasses de café sur l'établi, plus de sourires discrets depuis l'embrasure de la porte, plus de moments de tranquillité volés après qu'Émilie soit allée se coucher. Elle disparut de sa routine comme un fil tiré d'un pull, soudainement et complètement. Et Michael détestait à quel point il le remarquait. Il se dit que c'était pour le mieux.
Le journal était toujours plié sur le comptoir, rappel silencieux de qui elle était vraiment. Elise Westbrook, milliardaire, visionnaire, quelqu'un qui vivait dans les salles de réunion et les gros titres, pas dans les garages et les petits restaurants de province. La femme qui avait ri du vaisseau spatial d'Emily et s'était assise en tailleur sur le sol en béton. Peut-être que c'était réel. Mais maintenant, Michael ne savait plus où se trouvait la frontière entre qui elle était et qui elle avait choisi d'être avec lui. Il essayait de s'occuper. De longues heures à l'atelier, de petites réparations, poussant son corps jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal et que ses jambes soient lourdes comme de la pierre. Mais la distraction n'était pas la même chose que la distance. La douleur restait là, enfouie sous chaque boulon vissé et chaque facture imprimée. Ce n'était pas seulement qu'elle ne lui avait pas dit, c'était ce que cela signifiait. Elle aurait pu lui faire confiance et elle ne l'avait pas fait. Il n'était pas fier de la douleur que cela lui causait. Peut-être n'aurait-il pas dû. Mais quelque part entre sa générosité discrète et le dessin d'Emily les représentant tous les trois, Michael avait commencé à croire que quelque chose de différent pouvait naître, quelque chose qui ne reposait pas sur la pitié ou les circonstances, quelque chose qui se méritait. Maintenant, tout cela lui semblait entaché. Une partie de lui craignait ce qu'il était devenu pour elle. Une expérience éphémère, un détour d'un week-end loin d'une vie faite de jets privés et de communiqués de presse, une histoire charmante à raconter autour d'un verre de vin coûteux lorsqu'elle retournerait dans son monde. Le mécanicien qui a réparé ma voiture est presque mon cœur. Il ne voulait pas être le projet de quelqu'un, surtout pas le sien. Alors il gardait la tête baissée, se concentrait sur Emily et essayait de ne pas se souvenir du regard qu'Élise lui avait lancé cette nuit-là, autour d'un café tardif. Comme si elle le voyait non seulement comme un homme aux mains calleuses et aux factures impayées, mais comme quelqu'un qui lui suffisait, car maintenant, il n'était plus sûr que ce regard ait jamais été réel. Élise était assise sur le bord du lit du motel, sa valise ouverte à côté d'elle, ses vêtements pliés avec une précision robotique. La pièce était silencieuse, elle a donné 100 $ de pourboire à chaque serveuse, a dit Marcy, en remplissant la tasse de café de Michael comme si c'était un mardi comme les autres. Elle n'en a pas fait tout un plat non plus, elle a simplement laissé les billets sous les sets de table. Michael n'a rien dit, il a juste fixé sa tasse du regard. Puis il y a eu le vieux Henry qui est venu au garage pour un contrôle de routine des pneus. Cette femme, Élise, oui, elle s'est arrêtée quand mon camion est tombé en panne à la sortie de la ville. Elle a attendu avec moi dans le froid pendant 40 minutes jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. Elle m'a apporté un chocolat chaud. Même moi, je ne savais pas qui elle était jusqu'à ce que quelqu'un me montre cet article. Chaque histoire est arrivée comme un caillou jeté dans une eau calme, faisant des ondulations dans les suppositions de Michael. Elle n'était pas venue en ville pour dépenser son argent ou attirer l'attention. Elle avait agi discrètement, vu ce qui devait être réparé et aidé là où elle le pouvait, sans projecteur, sans condition. Il a pensé au café qu'elle apportait chaque matin, la façon dont elle écoutait Emily parler, vraiment écouter, la façon dont elle regardait quand elle n'était pas Elise Westbrook, la milliardaire, mais simplement Elise. Et peut-être qu'il s'était trompé, peut-être qu'elle ne fuyait pas son monde, peut-être qu'elle essayait de trouver un moyen d'appartenir au sien. Au moment où il retourna dans le garage, un bouquet à la main et la culpabilité lui serrant la poitrine, Michael ne pensait plus à sa fierté. Il pensait à ce que cela signifierait, à ce que cela lui coûterait de la laisser partir. Le manteau était suspendu là où il le laissait toujours, sur le crochet rouillé près de la porte, effiloché au poignet, avec une légère odeur d'huile de moteur et d'hiver passé. Michael l'enfilait distraitement, pensant encore aux histoires qu'il avait entendues cette semaine-là à propos d'Élise. Le poids dans la poche attira d'abord son attention, subtil, petit, quelque chose de rigide, caché derrière la doublure. Il plongea la main et le retira. Une carte de visite, de couleur crème, épaisse, avec un lettrage minimaliste. Elise Westbrook. Pas de titre, pas de société, juste un numéro de portable imprimé sous son nom dans une police claire et élégante. Mais ce ne furent pas les mots imprimés qui le retinrent. Ce fut ce qui était griffonné au dos, d'une écriture soignée légèrement inclinée vers la droite. « Si jamais tu décides de tenter ta chance, appelle-moi. » Michael resta là un long moment, fixant la carte comme si elle contenait plus que de l'encre. La note était courte, mais elle le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Pas « appelle-moi si tu changes d'avis », pas « appelle-moi si tu me pardonnes, tente ta chance ». Elle ne lui demandait pas d'oublier tout ce qui s'était passé. Elle ne prétendait pas que ce qui s'était passé n'avait pas d'importance. Elle attendait simplement, espérant. Et soudain, il la revit, assise en tailleur sur le sol du garage,
écoutant Émilie parler des moteurs de cupcake, riant doucement devant un café bon marché au bureau, le regardant comme s'il était plus que son salaire, plus que son chagrin, plus que la vie qu'il avait à peine réussi à maintenir. Il s'affala sur le tabouret près du comptoir, la carte toujours à la main, le pouce effleurant l'encre. Elle aurait pu la laisser sur son bureau, lui envoyer un message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais elle ne l'avait pas fait. Elle l'avait glissée dans son manteau comme si elle savait qu'il la trouverait quand il serait prêt, pas un instant plus tôt. Mickaël fixa le numéro pendant 1 minute supplémentaire, puis il prit son téléphone dans le tiroir, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à ce qui pourrait mal tourner. Il pensa à ce qui pourrait enfin bien tourner. C'était juste après le dîner, et l'appartement au-dessus du garage sentait le fromage grillé et la soupe à la tomate, simple, chaleureux, familier. Émilie était recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, un livre de coloriage ouvert sur ses genoux. Mickaël était assis à côté d'elle, regardant d'un œil distrait un vieux dessin animé sur la petite télévision. L'autre œil perdu dans l'attente silencieuse qui lui serrait la poitrine. Élise était partie depuis plusieurs jours maintenant. La ville avait repris son cours, les bancs de neige fondaient, la routine reprenait ses droits. Mais le vide qu'elle avait laissé derrière elle n'avait pas disparu. Il flottait dans l'air comme un parfum qui persiste longtemps après que celui qui le porte ait quitté la pièce. Au début, Émilie ne dit pas grand-chose, se contentant de colorier un soleil aux rayons violets et de lever les yeux de temps en temps. Mickaël savait qu'elle préparait quelque chose. Elle faisait toujours ainsi lorsqu'elle avait une question qu'elle ne savait pas comment poser. Finalement, elle le regarda, l'air pensif. « Papa. Oui, ma puce. Mademoiselle Élise va-t-elle revenir ?» Mickaël cligna des yeux. La question le prit plus au dépourvu qu'il ne l'aurait cru. Il se redressa et se frotta la nuque. « Je ne sais pas. » Émilie fronça les sourcils et baissa les yeux vers son dessin. « Est-ce qu'elle est partie parce que tu t'es fâché contre elle ?» La pièce semblait trop petite, soudain, trop calme. Mickaël se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. « Ce n'est pas si simple, ma chérie. Elle était gentille, » dit Émilie. « Elle aimait mes dessins. Elle écoutait toutes mes histoires, même les plus longues. Elle riait à la blague sur le cochon de l'espace. » Mickaël sourit faiblement. « Elle aimait vraiment celle-là. Elle me manque, » murmura Émilie en traçant un trait de crayon sur la page. Mickaël expira, la vérité le rattrapant enfin. « Moi aussi, » dit-il. Émilie leva les yeux, pleine d'espoir. « Alors pourquoi tu ne lui dis pas ?» Il ne répondit pas tout de suite, car sa fierté lui murmurait encore à l'oreille, lui rappelant la douleur, la surprise, la distance. Mais une autre partie de lui, plus forte, plus courageuse, commençait à s'exprimer plus fort, celle qui se souvenait de son rire, de sa force tranquille, et de la façon dont elle le regardait comme s'il n'était pas brisé. « Je le ferai peut-être, » dit-il enfin, d'une voix calme mais assurée. « Je le ferai peut-être. » Et quelque part au fond de sa poitrine, quelque chose commença à fondre. Le garage était calme après la fermeture, les dernières lueurs du jour s'échappant par les fenêtres, tandis que Mickaël était assis seul à son établi. Des outils étaient éparpillés sur la surface, mais il ne travaillait pas. Pas ce soir. Dans sa main, il tenait la carte de visite, dont les bords étaient légèrement usés, à force d'avoir été manipulés trop souvent. Le message au dos. « Si jamais tu décides de tenter ta chance, appelle-moi. » Cela ressemblait moins à une suggestion qu'à une bouée de sauvetage. Mickaël fixait le numéro. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois. Il avait répété ce qu'il dirait, comment il le dirait. Quelque chose d'honnête, de vulnérable, qui ne ressemblerait ni à une supplication, ni à une fuite. Mais maintenant qu'il était là, aucun mot ne lui semblait approprié. Il regarda vers l'escalier menant à l'appartement au-dessus. Émilie était déjà endormie. Il pouvait entendre le faible bourdonnement de sa machine à bruit blanc à travers les murs, un son régulier et doux. Elle avait encore demandé des nouvelles d'Élise au moment du coucher. Cette fois, il n'avait pas changé de sujet. Il déverrouilla son téléphone, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Une pression, une chance. La ligne sonna une fois, puis une deuxième fois, puis elle décrocha. « Bonjour ». Sa voix était calme, fatiguée, pleine d'espoir. Mickaël ne parla pas tout de suite. Sa gorge se serra et pendant un long moment, il se contenta d'écouter sa respiration, le léger bourdonnement de la pièce. « Élise », dit-il finalement. Elle ne répondit pas par des mots, juste par un long silence. Mais il pouvait sentir qu'elle écoutait. Il pouvait presque l'imaginer dans une chambre d'hôtel calme, assise en tailleur, son téléphone serré contre elle comme si elle avait peur que le moment ne disparaisse. « Je ne trouve pas les mots justes », dit Mickaël d'une voix rauque.
J'ai essayé de les trouver, mais je n'y arrive pas. Après une nouvelle pause, il ajouta doucement « Tu m'as appelé, ça suffit ». Ils ne dirent plus grand-chose après cela. Il n'y eut pas de grande confession, pas d'excuses enveloppées dans des discours dramatiques, juste le silence. Un silence réel, sans filtre et étrangement plein. Le genre de silence qui en disait plus long que tout ce qu'ils auraient pu dire. Michael ferma les yeux, serrant le téléphone dans sa main. Il ne savait pas où ils allaient, ne savait pas si cela réparerait ce qui avait été brisé, mais pour l'instant, ils étaient toujours en ligne, et aucun des deux n'avait raccroché. L'invitation arriva 3 jours plus tard, glissée dans une petite enveloppe livrée par coursier, impeccable, écrite à la main, et indubitablement signée Élise. Michael s'attendait à moitié à un SMS ou peut-être à un autre appel téléphonique discret, mais c'était différent, intentionnel, personnel. À l'intérieur se trouvait une petite note. « Tu as dit que tu prendrais peut-être le risque. J'aimerais te donner cette chance. Viens me rendre visite. Amen, Emily. Laisse-moi te montrer mon monde. Pas celui des gros titres, mais celui que je n'ai jamais montré à personne. » À côté, il y avait 2 billets d'avion et une adresse à La Défense, Paris. Aucune attente, aucune pression, juste une porte ouverte. Michael n'a pas dit oui immédiatement. Il a regardé les billets pendant 2 jours avant d'en parler à Emily. Son visage s'était illuminé comme un feu d'artifice. Paris comme dans les films, avec ses immenses gratte-ciel et ses parts de pizza plus grandes que la tête. Elle avait fait son sac à dos le soir même. 2 peluches, un livre de coloriage et un sweat à capuche au cas où il neigerait. Debout dans le hall de l'immeuble d'Élise, Michael avait l'impression que quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de sa vie et l'avait plongé dans le film de quelqu'un d'autre. Des sols en marbre poli, des baies vitrées allant du sol au plafond, un lustre en cristal si délicat qu'il ressemblait à de la pluie gelée. Emily, les yeux écarquillés, tournoyant lentement dans ses bottes, murmura « Cet endroit est plus brillant que tout notre appartement ». Michael ajusta la sangle de son sac à dos, essayant de rester lucide. Oui, ne touche à rien. Ils prirent l'ascenseur, les parois de verre révélant la ligne d'horizon par couches successives, à couper le souffle. Et lorsque la porte s'ouvrit, Élise les attendait déjà. Elle portait un jean, un pull simple, et ses cheveux étaient tirés en arrière. Rien d'extravagant, mais elle s'intégrait parfaitement à cet endroit comme si elle en faisait partie. Michael se sentait comme une tache sur une vitre. « Salut !» dit-elle en s'avançant avec un sourire nerveux. Emily courut immédiatement vers elle et enlaça Élise par la taille. Michael suivit lentement, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « C'est beaucoup, » admit-il. « Je sais, » dit Élise doucement. « Mais je ne t'ai pas amené ici pour t'impressionner. » Il regarda autour de lui, la vue, l'espace, la vie si différente de la sienne. « Non, » demanda-t-il. « Non, » répondit-elle, le regard fixe. « Je t'ai amené ici pour que tu puisses voir une partie de moi que je n'ai jamais montrée à personne d'autre. » Et malgré le marbre, le verre et la ligne d'horizon scintillante derrière elle, Michael ressentit soudain quelque chose de familier sous tout cela. Elle. Le penthouse était magnifique. Des lignes épurées, un éclairage tamisé, des baies vitrées qui enveloppaient l'horizon de verre et de silence. Chaque centimètre carré était conçu avec goût, luxueux sans être ostentatoire. Cela aurait dû ressembler à un rêve, mais Michael trouvait cela vide. Il erra lentement dans l'espace ouvert, tandis qu'Emily jouait avec un jeu de blocs de puzzle incrustés de marbre qu'Élise avait sorti d'un placard qui ressemblait davantage à une galerie. Michael ne toucha à rien. Il n'était pas sûr d'avoir sa place ici assez longtemps pour rester. Élise se tenait dans la cuisine, versant du thé dans des tasses en céramique faites à la main. À cet instant, elle ne ressemblait pas à une milliardaire. Pas de marque de créateur, pas d'attitude de femme d'affaires. Juste une femme dans sa propre maison, pieds nus sur le sol en pierre froide, versant du thé comme si elle avait besoin de quelque chose de chaud à quoi s'accrocher. « Tu vis ici seule ?» demanda Michael, les yeux fixés sur la cheminée éteinte, la bibliothèque intacte dans le coin, la deuxième chambre avec ses draps qui semblaient à peine utilisés. Élise acquiesça. Depuis des années, il regarda à nouveau autour de lui, et c'est toujours aussi calme. Elle sourit faiblement. « Parfois, j'allume la radio classique pour faire comme si quelqu'un d'autre respirait ici. » Michael eut la poitrine serrée. Il entra dans le salon, les yeux balayant les surfaces. Pas de désordre, pas de photos encadrées, pas même une tasse de café oubliée. Ce n'était pas seulement propre, c'était intact, comme une chambre d'hôtel attendant le prochain client. « Tu as bâti un empire, » dit-il doucement, « et tu rentres chez toi pour retrouver ça. » Élise le rejoignit et posa une tasse sur la table à côté de lui. « Voilà à quoi ressemble le succès
lorsqu'il est bâti sur tout sauf les relations humaines. Michael se tourna vers elle. « Et tu n'as jamais laissé personne entrer. Les gens ont essayé, admit-elle. Mais la plupart voulaient juste quelque chose, un titre, une faveur, une partie de moi que je ne pouvais pas me permettre de donner. Alors j'ai arrêté de m'offrir. » Il la regarda longuement, le poids de son honnêteté s'installant entre eux. Tout l'argent, le pouvoir, l'influence, rien de tout cela ne remplissait cet espace. Pas vraiment. C'est magnifique, dit-il doucement, mais on se croirait dans un musée. Élise croisa son regard. Ce n'était pas censé rester vide. À cet instant, Michael ne voyait plus les gros titres ni les comptes en banque. Il voyait Élise, une femme qui avait tout et qui rentrait quand même chez elle dans le silence. Et pour la première fois depuis son arrivée, il ne se sentit pas déplacé. Il se sentit nécessaire. Le lendemain matin, la ville était enveloppée d'une douce lumière grise, celle qui atténuait la ligne d'horizon et rendait même les plus hauts bâtiments un peu plus petits, un peu plus calmes. Michael se tenait à la fenêtre du penthouse d'Élise, sirotant son café dans une tasse en porcelaine élégante qui semblait bien trop sophistiquée pour quelqu'un habitué aux gobelets des stations-service et à la céramique ébréchée. Derrière lui, Émilie riait depuis la cuisine, où Élise avait trouvé le moyen de transformer la préparation des pancakes en un jeu. Le bruit de la pâte qui grésillait et des ustensiles qui s'entrechoquaient flottait dans l'espace ouvert, remplissant l'appartement d'une chose qu'il connaissait rarement, la vie. Michael se retourna alors qu'Élise s'avançait vers lui, essuyant la farine sur ses mains avec un torchon. « Tu n'as vraiment pas besoin de nous nourrir à chaque repas, » dit-il en esquissant un demi-sourire. Elle pencha la tête. « Peut-être que j'en ai envie. » Il rit doucement, puis se retourna vers la fenêtre. « Cet endroit, c'est un autre monde. Ce n'est qu'un endroit, dit-elle. Ce qui compte, c'est ce que tu y construis. » Il y eut un moment de silence avant qu'elle n'ajoute prudemment. « Et en parlant de construction, j'aimerais te parler de quelque chose. » Michael haussa un sourcil, prudent. « D'accord. » Elle se dirigea vers la table basse et en sortit un dossier qu'elle lui fit glisser comme une offre de paix. « J'avais préparé ça avant même que tu n'arrives en ville. Je n'étais pas sûr de te le montrer un jour. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des plans, un business plan, des détails sur le financement, un emplacement proposé à Belleville. Sur le papier, c'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Un garage propre et moderne, avec son nom sur l'enseigne, ses propres outils, sa propre équipe. Fini de se débrouiller tant bien que mal. Fini d'attendre des prêts qui n'arrivaient jamais. « Tu veux me donner ça ?» demanda-t-il, stupéfait. « Non, répondit Élise. Je veux le construire avec toi, en tant que partenaire. » Michael fixa les papiers, le cœur battant. « Pourquoi ? Parce que tu mérites mieux que de survivre, dit-elle. Et je crois en ce que tu fais, en qui tu es. Je n'essaie pas de réparer ta vie, Michael, je te demande d'en faire partie. » Il leva alors les yeux vers elle, le regard adouci. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la confiance. Et peut-être, juste peut-être, était-ce de l'amour. Michael était assis sur le balcon, peu après minuit. La ville s'étendait à perte de vue, sa ligne d'horizon scintillante bourdonnant doucement sous une couverture d'étoiles. Le dossier qu'Élise lui avait remis était ouvert sur ses genoux, les pages flottant dans la brise comme si elles étaient vivantes, demandant qu'on croie en elles. Cela ne semblait pas réel. Un garage entièrement financé, son nom sur l'enseigne, pas de prêteur, pas de refus, pas de plafond fixé par une vie où l'on survit à peine. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé et tout ce qui l'effrayait. Il avait construit sa vie autour de la sécurité, non pas pour se protéger du danger, mais de la déception, de se laisser aller à vouloir trop. Parce que quand on a perdu autant que lui, rêver en grand, c'est comme se tenir sur de la glace, vous savez, ça ne tient pas. Et si ça échouait? Et si les gens disaient qu'il ne le méritait pas? Et si Élise regrettait tout cela et s'en allait, le laissant avec plus qu'il ne pouvait supporter? Il fixa à nouveau le papier, mais derrière lui, la porte du balcon s'ouvrit en grinçant. Émilie sortit en pyjama, se frottant les yeux et tenant son lapin en peluche par une oreille tombante. Elle grimpa sur ses genoux sans un mot et appuya sa tête contre sa poitrine. « Tu n'arrivais pas à dormir non plus », murmura-t-il. Elle secoua la tête, puis leva les yeux. « Tu es triste ?» Il hésita. « Non. » Il pensait juste à mademoiselle Élise. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres, entre autres choses. Émilie jeta un œil au dossier. « C'est ton nouveau garage ?»« Peut-être, » répondit-il à voix basse. « Mais c'est un grand changement. » Émilie acquiesça, puis dit quelque chose de si simple, si insignifiant, que cela le toucha profondément. « Parfois, ce qui est grand est bien. » Michael ferma les yeux.
posant son menton sur le sommet de sa tête. Il pensa à Sarah, à toutes ces fois où ils avaient discuté tard dans la nuit de ce qu'ils voulaient pour Emily. Une vie pleine d'opportunités, de choix, d'espoir. Il regarda à nouveau les papiers, sa ligne de signature toujours vierge, puis murmura doucement « Oui, parfois, ce qui est grand est bon ». Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait sous leurs yeux, Michael apposa sa signature, non seulement sur les papiers, mais aussi sur un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, ne lui semblait plus hors de portée. Le soleil matinal répandait sa lumière dorée sur le parking devant le nouveau garage, réchauffant l'enseigne fraîchement peinte au-dessus des larges portes. Hayes & Company, Auto Repair. En dessous, une petite foule avait commencé à se rassembler. Des amis, des voisins, même quelques curieux venus de l'extérieur, tous emmitouflés dans des manteaux et des écharpes, leur souffle visible dans la fraîcheur de la fin du printemps. Michael se tenait juste à l'intérieur des portes ouvertes, s'essuyant les mains sur son jean pour la 5e fois, essayant de calmer sa nervosité. Il n'arrivait toujours pas à y croire. Le sol en béton propre, les étagères à outils étincelantes, le ronronnement des équipements flambants neufs, tout cela lui semblait irréel, comme s'il empruntait la vie de quelqu'un d'autre. À côté de lui, Emily tirait sur sa manche, sautillant sur la pointe des pieds. « On va couper le ruban maintenant ? » »« Presque, ma petite, » dit-il en souriant, les yeux balayant la foule. Il aperçut Mademoiselle Lorna du magasin de fleurs. Marcy, du restaurant, apporta un plateau de brownies. Même Henry, qui habitait de l'autre côté de la ville, était venu dans son vieux camion, celui à côté duquel Élise avait attendu pendant une tempête de neige. Puis, discrètement, Élise apparut. Elle resta à l'arrière de la foule, vêtue d'un simple manteau noir, des lunettes de soleil perchées sur la tête. Pas de fanfare, pas d'entourage, juste elle, debout, avec une fierté tranquille dans les yeux qui croisa ceux de Michael un instant de trop. Il lui fit un signe de tête, petit mais plein de sens. Le maire prononça un bref discours, quelque chose à propos des entreprises locales et des nouveaux départs. Michael l'entendait à peine, son cœur battait à tout rompre. Lorsque les ciseaux géants lui furent enfin remis, Emily insista pour tenir l'une des poignées, sa petite main agrippant à peine l'acier poli. Ils coupèrent le ruban ensemble. La foule applaudit. Quelques personnes sifflèrent, mais tout ce que Michael entendait, c'était le rire d'Emily et le rythme régulier de son propre cœur qui ralentissait. Quelque chose changea alors en lui. Pas seulement de la fierté, pas seulement du soulagement, un sentiment d'appartenance. Il se tourna à nouveau vers Élise et surprit son regard posé sur lui. Ce n'était pas un regard possessif ou plein d'attente, mais plutôt une admiration tranquille et quelque chose d'autre. Un sentiment d'appartenance, peut-être. Michael pensa que ce n'était pas seulement le début d'une entreprise, c'était peut-être le début de tout. La tempête arriva rapidement, comme toujours à Belleville. Des nuages sombres envahirent le ciel, le vent pliait les arbres jusqu'à ce qu'ils gémissent. Michael était en train de fermer la boutique lorsque les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à s'écraser sur le trottoir. Élise était arrivée en retard, son manteau bien serré autour d'elle et une petite boîte de pièces de rechange à la main. Quelque chose qu'elle avait promis de l'aider à trouver. Lorsqu'ils entrèrent, l'averse était implacable, martelant le toit du garage comme 1000 coups de tambour. « On dirait qu'on est coincé ici pour un moment », dit Michael en verrouillant la porte derrière eux alors que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. « Heureusement que j'ai apporté de quoi manger », plaisanta Élise en brandissant un sac contenant 2 sodas et un sandwich emballé provenant du restaurant Marcis. Ils finirent par s'asseoir sur le vieux canapé dans le coin de la boutique. Les lumières s'estompèrent, la tempête dessinant des traînées sur les fenêtres. Emily était chez une voisine pour une soirée pyjama. Et pour la première fois depuis des semaines, ils étaient seuls tous les deux. Pas de plan d'affaires, pas de logistique, juste de l'espace, du silence et le poids de tout ce qui n'était pas dit. Michael se pencha en arrière, le soda froid dans la main. Quand j'étais enfant, j'adorais les tempêtes. Je trouvais qu'elles donnaient l'impression que le monde était en train d'être nettoyé. Élise sourit doucement. Et maintenant ? Maintenant ? Il la regarda. Elle me donne l'impression que quelque chose est sur le point de changer. Elle ne détourna pas le regard. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Aucun d'eux ne bougea. La tempête se faisait plus forte, plus proche, comme si elle les mettait au défi d'arrêter d'attendre. « J'ai essayé de ne pas vouloir ça, » dit Michael doucement. « De ne pas te vouloir. » Elisa retint son souffle. « Pourquoi ? Parce que je ne pensais pas avoir ma place dans ton monde. Mais en vérité, il ne s'agit pas de ton monde ou du mien. Il s'agit juste de toi. » Pendant un instant, le seul bruit était celui de la pluie. Puis, lentement,
Élise leva la main et effleura son visage du bout des doigts. « Tu as toujours eu ta place, murmura-t-elle. Et cela suffit. » Leur baiser n'était ni précipité ni artificiel. Il était réel, lent, avide et fondé sur des semaines de regards échangés, de vérités tacites et d'occasions manquées. C'était le genre de baiser qui disait tout ce qu'il n'avait pas osé dire à voix haute. La tempête faisait rage, mais à l'intérieur du garage, il ne restait plus que de la chaleur. La salle de conférence au 42e étage de la Westbrook Tower était tout en verre, en acier et en silence. La vue derrière Élise s'étendait sur la Défense, Paris comme un défi. Des immeubles vertigineux, des rues animées, un monde qu'elle avait autrefois dirigé sans sourciller. Elle se tenait à la tête de la longue table, les mains jointes devant elle, tous les regards de la pièce braqués sur elle. Le conseil d'administration l'attendait. C'était toujours le cas lorsqu'elle convoquait une réunion sans ordre du jour. « Élise », dit l'un des membres les plus âgés en s'éclairant la voix. « S'il s'agit des rumeurs dans les médias, nous pouvons contrôler le récit. Nous avons déjà rédigé des déclarations concernant vos voyages personnels. » Elle haussa un sourcil. « Vous voulez dire la partie où j'ai passé du temps dans une petite ville et où je ne vous ai pas immédiatement prévenu ?» Il y eut un silence gêné. « Élise » intervint un autre membre du conseil, plus jeune, plus vif, moins patient. Intervint un autre membre du conseil, plus jeune, plus vif et moins patient. « Nous voulons simplement nous assurer que vos priorités restent alignées avec celles de l'entreprise. Les investisseurs posent déjà des questions. Si vous ne prévoyez pas de revenir à temps plein, nous avons besoin de clarté. » Élise expira lentement, puis s'avança. « Pendant des années, j'ai tout donné à cette entreprise, dit-elle d'une voix claire mais mesurée. Mon temps, ma santé, ma famille, ce qu'il en restait. Et en retour, j'ai construit quelque chose d'incroyable. Mais en poursuivant ce succès, j'ai perdu de vue ce dont j'avais besoin en tant que personne. J'ai arrêté de vivre. Je ne faisais que travailler. » Un murmure parcourut la table. « Et maintenant, continua-t-elle, j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, quelque chose de calme, de réel. Et je ne demande pas la permission de vouloir cela. Je vous le dis, ma vie n'appartient plus à ce conseil d'administration. Vous démissionnez ?» demanda quelqu'un avec un peu trop d'empressement. « Non, » répondit Élise avec un sourire froid. « J'évolue. Je resterai en tant que conseillère stratégique. Plus de travail quotidien, plus de tournées de presse, et je serai sélective quant aux projets que j'accepterai. » Silence. « J'ai déjà bâti mon héritage, » ajouta-t-elle. « Maintenant, je construis une vie. » Elle rassembla ses notes, même si elle n'en avait pas besoin, et sortit sans attendre les applaudissements, l'approbation ou la compréhension. Elle n'avait plus besoin de tout cela. Dehors, la ville continuait de courir à toute allure, mais Élise s'y déplaçait avec un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Pour la première fois, elle courait vers quelque chose, et non pour s'enfuir. L'air de Belleville sentait la pluie et l'herbe coupée, le genre de parfum qui rendait le monde à nouveau propre. Les rues étaient calmes, encadrées par des arbres en bourgeons et des porches fraîchement repeints. Et alors qu'Élise sortait du taxi, une brise souleva ses cheveux, douce et familière. Cette fois, elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas des réunions du conseil d'administration ou des gros titres. Elle ne cherchait pas le calme, elle y retournait. Sa valise rebondit doucement sur le gravier devant le garage. Les lumières à l'intérieur étaient allumées et de la musique s'échappait faiblement par la porte ouverte. Élise prit une profonde inspiration et entra. Michael était penché sous le capot d'une berline compacte, les manches retroussées, la graisse du moteur maculant sa peau juste en dessous du coude. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, la surprise se lisant sur son visage, mais sans hésitation. Juste un sourire lent et tranquille. « Tu es revenu », dit-il en s'essuyant les mains. « Je te l'avais dit », répondit Élise. « Cette fois, je ne pars pas pour le monde entier, je choisis le mien. » Avant qu'il n'ait pu en dire plus, un cri retentit dans l'escalier derrière eux. « Mademoiselle Élise !» Émilie dévala les marches de l'appartement, les bras grands ouverts, le visage rayonnant. Élise s'agenouilla juste à temps pour la rattraper, riant tandis qu'Émilie l'enlaçait étroitement. « Tu m'as tellement manqué !» dit Émilie, à bout de souffle. « Tu as apporté ton pyjama vaisseau spatial ?»« Oui !» murmura Élise en souriant dans ses cheveux. « Et je suis là pour rester un moment. » Ils dînaient en ce soir-là sur le petit balcon de l'appartement. Un repas à emporter de chez Marcy. La table était trop petite et les chaises dépareillées, mais c'était parfait. Émilie montra à Élise ses derniers dessins, dont un représentant le garage avec 3 bonhommes allumettes sous le panneau. Cette fois, l'un d'eux avait de longs cheveux bruns et une étiquette écrite d'une écriture bancale. Élise. Michael les observait de l'autre côté de la table, son cœur retrouvant un rythme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il n'était pas traditionnel.
Il n'était pas parfait, mais quelque chose d'inexprimable avait pris racine, plus profond que l'amour, plus grand que le hasard. Ils n'apprenaient pas seulement à aimer, ils apprenaient à former une famille. La lettre était pliée en un triangle froissé et glissée sous une tasse sur le comptoir de la cuisine. Élise avait failli la jeter, pensant qu'il s'agissait d'un autre dessin de vaisseau spatial d'Émilie. Mais quelque chose dans le crayon rouge pâle qui dépassait du bord l'avait fait hésiter. Ce n'était pas Noël, ce n'était même pas proche. Mais les enfants, Élise l'avait appris, n'attendaient pas le calendrier pour rêver. Elle s'assit et déplia soigneusement le papier. L'écriture était bancale, certaines lettres étaient inversées. Quelques mots manquaient des voyelles, mais c'était indéniablement celle d'Émilie. « Cher Père Noël, je sais que ce n'est pas Noël, mais je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Mademoiselle Élise est la meilleure. Elle écoute toutes mes histoires, me laisse l'aider à remuer les crêpes, et elle fait de très bons câlins. Mon papa est plus heureux quand elle est là. Il sourit comme avant. Alors, si tu n'es pas trop occupé, j'aimerais juste faire un vœu en avance. Est-ce que tu peux faire en sorte que mademoiselle Élise devienne ma vraie maman un jour? S'il te plaît. Je t'aime, Émilie. » Élise resta immobile pendant un long moment. Les mots se brouillèrent alors que sa vision se troublait, des larmes coulant lentement, silencieusement. Pas des larmes dramatiques, ni lourdes et douloureuses, comme celles qu'elle avait versées dans des chambres d'hôtel et des salles de réunion. Celles-ci étaient différentes, douces, pleines d'espoir, comme si une porte s'était ouverte dans sa poitrine, dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle était encore verrouillée. Elle pressa la lettre contre son cœur, clignant des yeux pour retenir ses larmes tandis qu'elle expirait. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle n'était pas faite pour cela que sa vie était meilleure dans le silence, derrière des murs et sous contrôle. Mais cette petite lettre, cette petite fille, avait brisé quelque chose en elle. Élise se leva et replia soigneusement le papier. Elle le glissa dans la poche de son manteau comme s'il était en or. Dans la pièce voisine, le rire d'Émilie résonnait depuis le canapé, tandis que Michael essayait d'assembler une fusée en carton bancal. Élise se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant, le cœur rempli d'une joie qui n'avait rien à voir avec la richesse ou le succès. Elle n'avait pas besoin de la magie du Père Noël pour exaucer ce vœu, car maintenant, elle le voulait aussi. Cela s'est produit un mardi. Pas de dîner raffiné, pas de champagne, pas de grands discours à la lueur des bougies, ni d'orchestre grandiose en fond sonore. Juste l'odeur de l'huile de moteur, le cliquetis des outils et le bourdonnement d'un garage silencieux qui avait vu plus de secondes chances que la plupart des endroits dans le monde. Élise était assise sur le vieux canapé dans le coin, feuilletant un manuel d'entretien qu'elle comprenait à peine, les manches retroussées et les poignets légèrement tachés de graisse. Émilie faisait la sieste à l'étage après un long après-midi passé à jouer à la craie sur le trottoir et à faire semblant de piloter des vaisseaux spatiaux. Et Michael, il était sous le pont élévateur, en train de terminer la permutation des pneus d'un vieux camion maintenu par plus d'espoir que de boulons. « Hé, tu peux me passer cette clé ?» demanda-t-il. Elle se leva, la prit et s'accroupit à côté de lui alors qu'il sortait de sous le châssis. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, il n'y eut plus aucun bruit, juste eux deux, couverts de travail, de temps et d'amour. Michael s'est assis, appuyé sur ses talons. « J'allais faire ça autrement », a-t-il dit d'une voix calme. Quelque chose avec moins de saleté et probablement plus de planification. « Guidi. » Élise a penché la tête. « Faire quoi ?» Il sortit quelque chose de sa poche. C'était petit, simple, enveloppé dans un chiffon rouge. Ce n'était pas un écrin en velours, ni de l'argent poli, juste quelque chose qui semblait sincère, à son image. Lorsqu'il le déballait, il révéla une bague délicate, sans extravagance, mais magnifique. Le genre de bague que l'on offre lorsqu'on a passé plus de temps à penser à l'éternité qu'à la taille du diamant. « Je n'ai pas une vie parfaite, dit-il. Je ne peux pas te promettre une vie facile, luxueuse ou sans souci. Mais je t'aime. J'aime ta façon de voir le monde. J'aime la façon dont tu fais en sorte qu'Émilie se sente au centre de tout. Et je veux construire cette vie avec toi, avec tous ses défauts. » Élise ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle le regarda simplement, les lèvres entr'ouvertes, les mains légèrement tremblantes. Puis elle acquiesça. Oui, sans hésitation, sans crainte, juste oui. Et lorsqu'il glissa la bague à son doigt, sa main tachée d'huile ne semblait pas déplacée. Elle semblait tout à fait à sa place. Parce que ce n'était pas un conte de fées, c'était quelque chose de mieux. C'était réel. Accepteriez-vous l'aide d'un inconnu si cela pouvait tout changer? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies et mouvantes.